Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Je vous propose tout de suite le sommaire. Mon invité, c'est Michael Rose, le fondateur de Toupy, où quand notre urine est récupérée, recyclée pour devenir de l'engrais agricole, on fera le bilan de son partenariat avec le Futuroscope de Poitiers ou encore les stations-service de Vinci Autoroute. Le débat de ce Smart Impact, il portera sur la filière du réemploi du verre. Vous verrez comment le géant du secteur, Verallia, et la start-up Bout à Bout collaborent pour industrialiser le nettoyage des bouteilles. Et puis dans Smart Ideas, on va parler de restauration d'entreprise avec Foodles et ses produits locaux, produits de saison. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact. L'invité de ce Smart Impact est avec nous en duplex, en visioconférence. Bonjour Michael Rose, bienvenue. Heureux de vous retrouver. Vous êtes le cofondateur, président de Toupy Organics. Je vous avais reçu il y a un peu plus d'un an dans notre rubrique Startup. Je suis heureux de voir que l'entreprise grandit. On va quand même revenir à la genèse de Toupy. Comment vous avez eu cette idée d'utiliser, de collecter l'urine humaine pour en faire un fertilisant agricole ? Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Donc l'idée, c'est venu très simplement. J'avais déjà une société où je fabriquais des engrais que j'avais créée en 2016, pardon même. Et en fait, il y a un consensus scientifique mondial et très connu sur le fait que les urines humaines doivent être recyclées si on veut pouvoir se passer d'engrais et baisser on va dire, les émissions carbone de l'agriculture. Et en fait, pourquoi ce n'est pas déployé aujourd'hui? C'est parce qu'il n'y avait pas de modèle économique viable sur le recyclage d'urine. En fait, prendre de l'urine et l'épandre dans un champ, que ce soit directement ou après avoir concentré l'urine, c'est-à-dire avoir extrait l'eau de l'urine, ça ne tient pas économiquement. Et en fait, on a réglé le problème en n'utilisant pas l'urine justement comme un fertilisant direct, mais comme un milieu de culture, un milieu de croissance pour faire pousser des micro-organismes. Et ces micro-organismes-là sont capables de remplacer des engrais avec efficacité et en étant beaucoup moins chers. Oui, c'est l'idée originale, elle est là, et même l'innovation, parce que ça a demandé de la recherche, du développement. Ah bien sûr, ça fait 4 ans qu'on fait de la R&D et c'est pas fini. On a quasiment une dizaine d'années de R&D devant nous. On a énormément de souches bactériennes qui sont utilisables, qu'on peut faire croître sur base d'urine et qui sont capables de remplacer des engrais. Donc il y a énormément de R&D, donc vraiment du développement en amont, c'est-à-dire comment on fait pousser des bactéries sur l'urine en grosse quantité, et surtout après tout ce qui est réglementaire, c'est-à-dire comment on arrive à mettre sur le marché cette typologie de produits qui est totalement... c'est des produits novateurs. On est les premiers au monde à avoir fait des biostimulants fabriqués sur base d'urine. Donc ça a posé des questions réglementaires tout à fait légitimes parce il y a des choses dans l'urine qu'on est obligé d'enlever, comme les antibiotiques, pour pouvoir les commercialiser, ces produits-là. Donc ça a été un parcours du combattant assez sympa, mais là on a bien avancé avec l'obtention de quasiment une vingtaine d'autorisations de mise sur le marché déjà en Europe. Alors justement, c'était la question que j'allais vous poser par rapport à notre rendez-vous d'il y a 14-15 mois de mémoire. L'étape importante, c'est ça? Vous avez obtenu l'autorisation de mise sur le marché. Qu'est-ce que ça vous ouvre comme perspective? Alors, il n'y a pas que ça, mais effectivement, ça en fait partie. En fait, on a une chaîne assez simple. On collecte de l'urine en amont, on la transforme donc avec un process biotechnologique, et ensuite on la vend à des distributeurs. Donc sur la collecte, on a énormément avancé avec plusieurs partenariats structurants, donc notamment avec le groupe Enigea et la filiale VCLOC, où on collecte sur quasiment tous les festivals français, donc des gros volumes d'urine. On a également signé un super deal avec le Futuroscope, qui équipe l'ensemble de ces urinoirs, donc pour que les visiteurs du Futuroscope puissent participer, en fait. Donc ça donne, rien que sur le Futuroscope, plus d'1 million de litres d'urine récupérable. Et aussi un deal avec Vinci Autoroute, où on a déjà équipé 6 aires d'autoroute avec urinoirs sans eau connectés à des cuves de collecte, et avec un deal en cours là sur une bonne quarantaine d'aires d'autoroute. Donc c'est extrêmement structurant pour nous. Et effectivement, en aval, on a obtenu donc une vingtaine d'autorisations de mise sur le marché, donc sur plusieurs produits et sur plusieurs pays européens. Et ensuite, on a commencé la commercialisation, du coup, ce qui est génial, ça a commencé fin d'année dernière, donc avec les premières livraisons en Belgique qui se sont faites via l'intermédiaire d'un partenaire, une grosse coopérative agricole belge qui s'appelle la SCAM.
et on commence en septembre la commercialisation en France avec, on parle en centaines de milliers de litres, commercialisation qui va être opérée par Califert, qui est un gros metteur en marché de produits agricoles bien implanté sur le marché depuis plusieurs dizaines d'années. Il faut quand même parler de l'impact écologique. Quand vous dites partenariat avec le Futuroscope de Poitiers, par exemple, il était en test, il existe depuis, je crois, 2 ans ou 3 ans, c'est ça, 2 ans. Ça permet d'économiser combien de litres, enfin de milliers de litres d'eau pour un espace comme celui-là? Parce qu'évidemment, les urinoirs, il n'y a plus besoin de tirer la chasse. Tout à fait. Effectivement, on a commencé il y a 2 ans avec un pilote, c'est-à-dire juste un bloc urinoir transformé pour vérifier que pour l'utilisateur c'était OK, qu'il n'y avait pas de problème d'odeur, etc. Enfin, un parc comme le Futuroscope, ils ont besoin de certaines garanties. Donc on a commencé à faire ce test-là, qui a extrêmement bien fonctionné. Et donc là, on généralise sur l'ensemble du parc du Futuroscope. Et j'ai pas le chiffre exact en tête, mais c'est plusieurs millions de litres d'eau économisés. Et en volume d'urine, c'est quasiment 1 million de litres potentiellement récupérables par an sur le Futuroscope. Donc pour nous, c'est un gisement qui est assez costaud, quoi. Et alors, si on parle de l'autre partenariat important avec je reparle de la collecte, avec les stations-service de Vinci Autoroute, moi je me suis posé la question de l'investissement que ça représentait pour Vinci, pour les stations-service, parce que ça suppose de remplacer les urinoirs existants. Comment vous faites ? Oui, en fait, on remplace les urinoirs existants. Donc, il y a des urinoirs aujourd'hui avec chasse d'eau. Donc, à chaque fois qu'on fait un petit pipi de 200 millilitres, on tire la chasse avec plusieurs litres d'eau. Et donc, ça, on remplace ces urinoirs-là avec des urinoirs sans eau, donc sans chasse d'eau, connectés à des cuves qui nous permettent de récupérer l'urine. Et en fait, en termes d'investissement, c'est extrêmement faible. C'est quelques milliers d'euros qui sont rentabilisés très vite par Vinci Autoroute parce qu'ils économisent déjà sur l'eau, sur l'entretien. Et en plus, nous, on peut participer à la transformation des toilettes grâce à l'ADEME qui nous a labellisé. On a obtenu un contrat à impact financé par l'ADEME à hauteur de quasiment 4 millions d'euros qui nous permet d'accélérer sur la création de la filière de collecte d'urine. Et donc nous, on est capable de dire à des gens comme Vinci, écoutez, nous, on paye un petit bout, les agences de l'eau mettent un petit bout de subvention, il y a un reste à charge extrêmement faible et qui est rentabilisé en moins de 3 ans. Donc des gens comme Vinci qui sont extrêmement opérationnels, qui savent très bien compter, voient un intérêt majeur et c'est pour ça qu'on déploie vite avec un groupe comme ça. Ça a pris du temps aussi, il a fallu tester, prouver que ça marchait et que c'était opérationnellement faisable. Mais maintenant c'est fait et donc ça accélère très 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 fort. Comme dit notre responsable, grands acteurs, grands impacts. Oui, effectivement. Est-ce qu'on vous a regardé avec un petit sourire en coin au début, les investisseurs, les partenaires éventuels ? Franchement, on me pose beaucoup la question. Avant de monter la boîte, j'ai eu évidemment, que ce soit la famille, les amis ou même les premiers, on va dire les premiers partenaires institutionnels. Ça peut faire sourire, mais au final, en 2-3 minutes, quand on comprend les enjeux, on voit que ça va être un gros challenge. C'est costaud, c'est un changement systémique, mais par contre, en fait, il faut le faire. Il n'y a pas le choix. Et on a trouvé le modèle économique qui permet d'enclencher la création de cette filière. Donc non, ça allait très vite. Et pour vous dire, quand j'ai monté la boîte, le premier fonds d'investissement a investi 2 mois après. Alors qu'il n'y avait rien, il n'y avait même pas un brevet, il y avait juste une idée sur la table, une petite équipe de 3 personnes. Et en fait, ça allait très vite, parce que une idée comme ça, certes, c'est assez en rupture. On se dit, attends, quand même, on va parler de PIS. Enfin bon, ça fait pas rêver à la base. Mais en fait, c'est le futur, quoi. Il va falloir le faire. Et là, on a une solution pour le faire très très vite. Et donc votre produit, pardon, vous interromps, donc ce biostimulant, donc qui est maintenant autorisé, mis sur le marché, en vente, évidemment, il ne sent pas l'urine, c'est idiot, mais je le dis, parce que bon, c'est peut-être certains téléspectateurs qui se posent la question. Il peut être utilisé dans tout type d'exploitation, ou alors c'est spécifique, qui sont les clients du produit ? Ce sont des produits, parce qu'en fait, on a déjà plusieurs produits homologués. Donc, juste pour reprendre, effectivement, l'urine est dépolluée, c'est désodorisé. Donc, pour l'utilisateur, donc l'agriculteur, c'est totalement neutre. Il n'y a pas d'odeur d'urine. On a déjà développé les 3 premiers produits, donc qui sont en fait des bactéries qui ont poussé sur urine, et ça s'adresse à toutes les cultures. En fait, chaque bactérie a une fonction spécifique. Donc, une va permettre de remplacer une partie de l'azote.
Une autre va permettre de mieux faire assimiler le phosphore par les plantes. Une autre va réduire l'exposition au stress hydrique des végétaux, donc on va dire la résistance à la sécheresse. Donc ça, c'est des produits qui sont déjà développés. Pour l'instant, il y en a 2 qui sont, on va dire, autorisés sur le marché. Les autres, c'est en cours. Et en fait, ça va s'adresser vraiment à toutes les cultures, donc à la fois grandes cultures, pépinières, espaces verts. Il n'y a pas de restriction d'usage. On peut les utiliser absolument partout. Et en fait, comme je disais sur la France, on passe déjà par un metteur en marché. Qu'est-ce que c'est un metteur en marché? C'est des gens qui d'habitude achètent des bateaux d'engrais à l'import, donc par exemple des bateaux de phosphate qui viennent du Maroc, et redistribuent ça sur l'ensemble des coopératives et négoces agricoles français. Ou françaises. Et bien ces gens-là se disent, nous, notre métier dans 30 ans, il n'existe plus ou il aura bien changé. Là, c'est une opportunité en or. Et donc, en fait, ils se mettent déjà à distribuer nos produits parce qu'ils ont accès à plus de 98% de la distribution agricole française. Oui, avec un dernier mot, évidemment, un enjeu de souveraineté aussi. C'est-à-dire que les engrais azotés dont on parle, ils viennent d'ailleurs, quoi. Tout à fait. Alors, pas que les engrais azotés. L'ensemble des engrais, en fait, en France viennent d'ailleurs. C'est soit à base de gaz, soit c'est de la ressource minière. Et effectivement, en fait, quand on regarde le grand flux biogéochimique, donc c'est un bien grand mot, mais en fait, les nutriments les engrais qu'on met dans les champs, ils disparaissent pas. En fait, ils sont absorbés par les végétaux. Les végétaux, on les absorbe nous quand on les mange, et on retrouve 70% de tous les engrais qu'on a mis dans le champ dans l'urine humaine. Donc c'est pas compliqué de comprendre que si on circularise ça, c'est-à-dire si on arrive à remettre l'urine d'une manière ou d'une autre dans le champ, et bien en fait on peut se passer de 70% des engrais. Donc il y a un enjeu de souveraineté, il y a un enjeu de consommation d'eau. 30% de la consommation d'eau des ménages en Europe, ça part dans les toilettes pour tirer la chasse. C'est incroyable quand on voit les problèmes de stress hydrique qu'on a. Les impacts CO2 des engrais, c'est absolument incroyable. Donc oui, comme je disais, c'est extrêmement systémique. Il y a un enjeu social, on va dire de transformation locale, de souveraineté territoriale et nationale, des enjeux environnementaux. Et en plus, c'est des produits qui vont coûter moins cher pour l'agriculteur et qui n'ont pas de volatilité. C'est-à-dire qu'on peut garantir le même prix sur 10 ans, quoi. Bon, super, que des bonnes nouvelles. Merci beaucoup, Michael Rose, et bon vent à Toupy. À bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, le réemploi du verre. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Le débat de ce Smart Impact avec Marie-Astrid Gosset, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Marie. Vous êtes directrice marketing de Veralia France, et puis avec nous en duplex, en visioconférence, Yann Priou, le directeur général de Bout à Bout. Bonjour et bienvenue à vous aussi. Marie-Astrid Gosset, Veralia, c'est quoi? C'est un leader européen, l'un des géants mondiaux du verre, tout simplement, des emballages en verre? Absolument. Donc Veralia, c'est un groupe industriel français qui existe depuis 200 ans et c'est effectivement le leader européen des emballages en verre pour les bouteilles et les pots alimentaires. Mais concrètement, je dirais que c'est surtout une marque que les Français côtoient quotidiennement sans le savoir, Oui. puisque ce sont les pots de confiture, les pots de pâte à tartiner, les pots de yaourt, mais aussi les bouteilles de vin, les bouteilles de champagne, les bouteilles de spiritueux. Donc en termes de chiffres, on produit à peu près 17 milliards de pots et d'emballages chaque année dans le monde. Et un quart de cette production est réalisée en France grâce à nos 7 usines verrières qui sont sur le territoire français. Oui, effectivement, plus de 17 milliards de bouteilles et de pots en verre. Chiffre d'affaires 2022, 3,4 milliards d'euros. Donc ça veut dire des usines en France, des usines aussi dans d'autres pays. Vous êtes présent dans combien de pays? Nous sommes présents dans 12 pays et nous avons effectivement 32 usines réparties dans le monde. Ouais. Et alors, la question de l'impact carbone du verre et des moyens de le limiter, on va en parler évidemment dans un instant. Je me tourne vers Yann Priou, Bout à Bout. Alors, c'est une start-up nantaise, mais au départ, racontez-moi un peu l'histoire. C'est une association, c'est ça? Absolument. Au départ, Bout à Bout, ça a été fondé par un collectif de citoyens engagés en 2016 qui voulaient essayer de comprendre pourquoi on avait arrêté la consigne et la réutilisation des contenants en verre. Et puis, de fil en aiguille, le dispositif a grandi et on s'est transformé en entreprise pour porter une dimension industrielle. Donc, Bout à Bout, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait 3 choses. On accompagne les producteurs dans la transition vers le réemploi.
Donc le passage à des pots, à des bouteilles réutilisables. Il y a tout un travail aussi d'accompagnement sur les étiquettes, sur le fait que le consommateur ait l'information que le produit qu'il consomme est dans un emballage réutilisable. Donc ça, c'est notre première mission. La deuxième mission, c'est de développer les circuits de récupération, donc que le consommateur puisse rapporter le contenant. Donc beaucoup dans les enseignes bio, on travaille avec un partenariat de longue date avec Biocoop, avec des enseignes de la distribution alimentaire bio et en vrac. Et puis de plus en plus, on se développe sur la grande distribution, et puis un certain nombre de circuits de café, hôtel, restaurant avec des distributeurs grossistes. Donc là, l'idée, c'est vraiment de proposer aux consommateurs une solution pour qu'ils puissent rapporter ces contenants. Et donc voilà. Et notre troisième métier, qui est le métier principal, c'est l'activité de collecte, de tri et puis de lavage de contenants. En fait, notre modèle est basé sur le fait de laver, contrôler et remettre en marché les bouteilles et les bocaux en verre. Le partenariat avec Verallia devient intéressant puisque vous venez, Bout à Bout vient d'annoncer une levée de fonds de 7 300 000 € avec Verallia dans le tour de table. Marie-Astrid Gosset, pourquoi vous rentrez dans le tour de table au Bout à Bout? Et puis, il y a toujours une question, c'est quand le modèle économique, c'est de créer des bouteilles et des contenants en verre, pourquoi se dire, finalement, on va favoriser le réemploi? Expliquez-nous. Écoutez, d'abord, je commencerai par notre raison d'être, qui est de réimaginer le verre pour construire un avenir durable. Construire un avenir durable, ça suppose de recycler plus, et comme vous le savez, le verre est recyclable à 100% et à l'infini, mais aussi développer le réemploi. Donc développer le réemploi, c'est fondamental, parce que on sait que dans un système mature, une bouteille réemployée émet on divise par 4 les impacts carbone de la bouteille. Ouais. Et nous sommes, dans une logique d'accompagnement de nos clients pour participer à la reconstruction d'une filière réemploi en France, ouais, qui nous permettra de faire bouger les lignes. Ouais. Mais je reviens à la question initiale, parce que c'est toujours passionnant. Moi, je trouve en plus une entreprise bicentenaire, c'est ce que vous nous avez dit, c'est quand même, on touche presque au modèle économique de l'entreprise. C'est comme quand une grande enseigne de vêtements de sport dit on va peut-être passer à la location et un abonnement plutôt que d'acheter un vélo à chaque fois qu'un enfant grandit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une question centrale, stratégique pour un groupe comme le vôtre. Alors, tout à fait. Et c'est là que pour nous, on part de notre raison d'être et nous sommes absolument convaincus que la boucle du réemploi est absolument complémentaire de la boucle du recyclage. Et que nous devons explorer le réemploi, aussi parce que le matériau verre est parfaitement adapté au réemploi, puisqu'il est inerte, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de migration en dépit d'un nombre répété de cycles de vie, ouais, et qu'il est transparent, facilement inspectable, résistant. Donc voilà, pour l'ensemble de ces qualités, on sait que ce matériau est très adapté pour le réemploi. Je vais poser à Yann Priou des questions sur l'usine. Vous apportez votre expertise aussi, c'est pas seulement une entrée autour de table, il y a aussi une expertise du verre que vous allez pouvoir apporter dans le cadre de cette usine de lavage? Absolument, nous sommes dans une logique de partage d'expertise, effectivement, ouais, puisque nous sommes convaincus qu'il faut réapprendre ensemble et que du coup cette collaboration, ce partage d'expertise est absolument fondamental pour réussir à accélérer la reconstruction de cette filière. Ouais. Alors Yann Priou, expliquez-nous, cette usine, elle est située où? Elle va être située où? Quelle capacité? C'est quoi le défi? Alors l'usine va être située à l'est de Nantes. Donc on est en train de finaliser là, les investissements et elle sera opérationnelle à la rentrée, donc à partir du mois de septembre. Au démarrage, elle va pouvoir adresser 10 000 bouteilles et contenants par heure et elle pourra monter jusqu'à 20 000 contenants, donc une capacité totale installée d'à peu près 60 millions de contenants par an. Ce qui en fera le site le plus capacitaire de France. En fait, les défis qu'on doit relever aujourd'hui, c'est forcément un enjeu de collecte pour développer le réseau de récupération. Mais après, sur la partie industrielle, et c'est vrai que ça, c'est très intéressant et appréciable dans la collaboration avec Verallia, c'est que notre enjeu, c'est surtout de garantir que les contenants qu'on va remettre en marché vont être sains et que le consommateur va pouvoir les réutiliser bon nombre de fois. Et donc, c'est vrai que là, il y a un vrai partage avec les équipes Verallia sur des sujets de contrôle, de qualité pour garantir en fait la filière et les boucles de réemploi. Donc, on investit à peu près 3 millions d'euros sur ce site pour du lavage, mais aussi et surtout sur du contrôle et de la repalettisation
L'objectif que l'on a, en fait, c'est qu'à la fin, un industriel de la boisson ou un industriel de l'agroalimentaire, quand il reçoit une palette verrière ou une palette de contenants réemployés, en fait, ce soit transparent pour lui et qu'il puisse l'utiliser dans les deux cas. Voilà. Il y a des enjeux, des défis compliqués à relever, Yann Priou, en termes de logistique aussi, quand on recrée une filière comme ça. Absolument. En fait, notre enjeu, il est sur la logistique de massifier. En fait, il y a une économie d'échelle. En fait, plus on a de volume, plus on va réussir à optimiser le transport. Et donc, du coup, le modèle est environnemental et économique. Après, notre gros enjeu aussi, c'est un enjeu de tri. On parle beaucoup de lavage quand on parle de réemploi, mais en fait, quand nous, on accompagne des producteurs, on essaie de travailler avec eux sur la standardisation. En fait, si chaque producteur et productrice utilise son contenant propriétaire, on arrive avec des milliers de contenants à trier et à garantir et à stocker. Et donc, du coup, là, on est sur des filières qui sont lourdes à porter. Versus, ce que l'on porte, nous, c'est plutôt une standardisation, une harmonisation. D'ailleurs, il y a des travaux en cours avec Citeo, l'éco-organisme Citeo, pour standardiser et proposer aux marques en fait, des contenants, quel que soit le produit, en fait, des contenants homogènes sur lesquels ils pourront tous s'appuyer et les utiliser. Ça, c'est une vraie question. En entendant Yann Priou en parler, je pense à l'univers du vin, par exemple, parce que la bouteille de vin, c'est un identifiant d'un terroir, d'une région, etc. Donc c'est quasi... j'allais dire impossible, non, mais difficile en tout cas de convaincre ces métiers-là de tous faire la même bouteille. Mais ça, c'est un discours que vous tenez à vos clients, à vos partenaires économiques? Alors, nous, notre ambition, c'est de favoriser le réemploi. Ouais. Nous sommes au service de nos clients et nous répondons aux besoins de nos clients. Donc, l'idée, c'est vraiment de les accompagner. Cette transition, elle va se faire progressivement. Ce sera quelque chose qui sera très adapté dans certains segments de marché, peut-être plus difficile dans d'autres. Et voilà. Et notre objectif est vraiment d'être au service du client. Ouais. Est-ce que dans le... Alors, j'ai bien compris l'engagement, la raison d'être, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un élément un peu plus, alors pour l'instant conjoncturel, on ne sait pas si ça va rester, ça va devenir vraiment structurel, la hausse du coût de l'énergie. À quel point ça vous incite à favoriser le réemploi du verre? En fait, tout nous incite à développer le réemploi du verre. Effectivement, l'énergie, l'impact carbone, on en a parlé un peu plus tôt. Mais je pense aussi c'est tout un changement sociétal qui est en train de se mettre en place avec des consommateurs qui ont aussi à cœur de participer à un mouvement de fond pour améliorer l'impact de notre consommation. On passe d'un système de consommation du jetable à un système de consommation plus responsable où on va penser recyclage et on va penser réemploi. On est dans l'économie circulaire, évidemment. Merci beaucoup à tous les deux. Bon vent à Verallia et à Bout à Bout. On va suivre le destin de cette usine de nettoyage du verre. On passe tout de suite à notre rubrique Start-up éco-responsable, Foodles. Smart Ideas avec Mickaël Ormancet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes cofondateur, directeur général de Foodles, entreprise créée en 2015 avec Clément Bonhomme. Et avec quelle idée? Racontez-nous. Alors, Foodles, c'est un service de restauration clé en main à destination des entreprises qui permet à ses salariés de se restaurer à n'importe quel moment de la journée à travers des repas frais, sains et de qualité. D'accord, donc ça passe par quoi? Déjà des frigos connectés, c'était un peu l'idée de départ, c'est pas le plus important, mais c'est important? L'innovation de service, elle permet en fait à n'importe quelle entreprise de bénéficier d'un service de restauration. Et l'innovation technologique, c'est en effet des frigos intelligents qui permet aux salariés de venir se restaurer à n'importe quel moment de la journée. Ils vont devant le frigo, ils regardent le contenu du frigo, ils badgent via leur application mobile, ils se servent directement et c'est le frigo qui va comprendre les articles qui ont été pris par l'utilisateur et le facturer en conséquence. D'accord. Et alors, bon, ça, c'est un élément important, mais ce qui est encore plus important, c'est ce qu'on va y trouver à l'intérieur de ce frigo et quel choix vous avez fait. Par exemple, sur le choix des produits locaux, produits de saison, des partenaires. Expliquez-moi comment,
À partir de l'idée de départ, vous créez un système qui est le plus sain et éco-responsable possible. Vous avez raison de le souligner parce que, in fine, le plus important, c'est ce que le consommateur va trouver dans son assiette. Évidemment. Et si c'est pas bon, si c'est pas diversifié, si on n'est pas transparent sur les ingrédients qu'on va utiliser pour la fabrication du plat, au bout d'un moment, les utilisateurs vont se lasser et vont se désengager de notre solution. Donc en fait, ça nous tient à cœur de sélectionner nos producteurs, nos traiteurs, nos partenaires qui vont fabriquer en co-création avec nos chefs R&D l'intégralité des recettes qui vont être proposées à nos clients pour garantir une offre de restauration de qualité diversifiée et plus important avec des choix pour tout le monde. Donc des régimes végétariens, sans gluten, sans lactose, pour que n'importe quel salarié dans une entreprise, quand il arrive devant notre service de restauration, il trouve chaussure à son pied et trouve un repas qui lui correspond. Mais alors, est-ce que c'est si facile quand on dit des produits locaux et des produits de saison? Il faut trouver les bons partenaires. Alors, on a une charte qu'on impose avec les partenaires avec lesquels on travaille. Et comme on va vraiment co-créer les recettes, c'est-à-dire c'est nous qui avons la main sur les ingrédients qui sont utilisés dans la fabrication de nos repas. On n'achète pas globalement des produits sur étagère. On va vraiment les co-créer. Et ensuite, c'est des produits qui sont la propriété de Foodles que vous retrouverez uniquement dans nos services de restauration. Donc, en effet, on va utiliser des produits de saison. Donc, la tomate, on l'utilise à partir du mois de juin jusqu'au mois de septembre. Et c'est tout, par exemple. C'est juste un bon message. Redites-nous du mois de juin au mois de septembre. Exactement. Voilà, mangez pas de tomates en dehors de cette... fraîche. Après, on va utiliser bien évidemment des coulis de tomates, des tomates bien séchées sûr. tout au long de l'année. Mais si vous voulez que vos tomates fraîches soient bonnes, c'est la saison. Alors là, j'ai vu que vous ouvrez, je crois, une nouvelle région, la région Grand Sud. Avant de se lancer, ça prend combien de temps pour justement trouver ces partenaires pour ensuite pouvoir tenir la promesse de recettes fraîches, renouvelées, etc. De se lancer, c'est-à-dire de se lancer dans une nouvelle région. Alors, ça prend entre 6 mois et 1 an. Globalement. Pour identifier les agriculteurs, les traiteurs, les partenaires, c'est ça aussi? Pas forcément les agriculteurs. Généralement, on s'appuie sur le réseau de fournisseurs de nos traiteurs qui connaissent bien mieux que nous le bassin local. Et ensuite, il faut à la fois trouver des clients et trouver l'offre alimentaire pour qu'une fois qu'on a signé un client, on ait en effet des repas à leur proposer. Alors il y a d'autres défis à relever. Par exemple, on parlait de réemploi du verre dans le débat de l'émission il y a quelques minutes sur le choix des packaging. Qu'est-ce que vous avez fait? Des emballages, qu'est-ce que vous avez fait? C'est sûr que le réemploi, en tout cas, est un sujet qui nous anime. Je pense qu'aujourd'hui, on a plus de questions que de réponses. Ce qui est important de savoir, c'est que Foodles est très engagé dans ces sujets. Dans ces sujets sociétaux, dans ces sujets qui sont liés à l'environnement. On a fait le choix de devenir société à mission l'année dernière. Et donc, en fait, ça nous tient à cœur de travailler ces sujets-là. Et notre ambition, c'est vraiment, en tant que société qui est acteur dans le secteur de l'agroalimentaire, justement de faire notre part et d'être acteur dans cette transition écologique qui est nécessaire. Et ça, bien évidemment, ça passe par le choix des ingrédients, qui est d'ailleurs la part la plus importante des émissions de CO2 dans nos plats. Vous avez fait votre bilan, on a fait notre bilan, exactement. On a fait notre bilan en 2020, on a fait notre bilan en 2021. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on rapporte toutes les émissions de l'entreprise à l'échelle du nombre de repas qu'on vend. Et pour vous donner un exemple, aujourd'hui, un repas chez Foodles a une émission de CO2 qui est inférieure à 500 grammes. Et l'idée, c'est de se comparer à d'autres services de restauration, que ce soit des cantines traditionnelles, que ce soit le restaurant que vous avez en bas de chez vous, que ce soit un repas à domicile. Et c'est ça, globalement, notre mission. C'est en rendant accessible au plus grand nombre notre service de restauration et en montrant que les émissions rapportées au repas sont inférieures à d'autres services de restauration, on aura fait notre part du job dans la transition agroalimentaire nécessaire. Merci beaucoup, Mickaël Ormancet, et bon vent à Foodles. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier toute l'équipe qui m'aide à quotidiennement préparer cette émission. Louise Perrin, programmatrice et productrice assistée de Marie Billat, le réalisateur c'est Romain Luc, et au son, c'était Thibaut Goury-Lafont aujourd'hui. Salut!